sujet crucial et difficile. Il nous reste assez peu de temps. Donc, le jardinier du fort. Le jardinier du fort, en quelques mots, c'est une histoire, une relation très forte entre un vieil homme qui veut transmettre son histoire et une jeune fille en quête de filiation. Ce qui me permet d'aborder à la fois la guerre de 39-45, mais surtout les camps d'administration en France, les camps politiques. Et il y en avait un à Hugo-les-Bains. À l'emplacement des Thermes, il y a eu un camp d'administration politique géré par Vichy. Donc là, l'histoire du vieil homme se rapporte à ce camp, mais également à ce qui s'est passé juste un petit peu avant, lorsque la Pologne a été envahie par les nazis. On a beaucoup d'officiers polonais qui se sont réfugiés en France. Certains se sont cachés à Évaux-les-Bains, dans un centre pour ouvriers déplacés, un centre de la Croix-Rouge. Et j'ai légèrement extrapolé, et je pense que ça s'est avéré vrai dans certains cas. Certains officiers polonais ont aidé des maquisards, parce que les premiers maquis dans la Creuse étaient vraiment des maquis avec peu de moyens, et c'est eux qui ont organisé certains maquis. Et de l'autre côté, on a cette jeune fille qui recherche sa filiation parce qu'elle a une maman, elle a une grand-mère, il n'y a pas d'homme dans la famille, désolé messieurs, et elle se demande pourquoi. Et ça me permet de parler des conséquences du partage de l'Allemagne par les Alliés après la guerre, conséquences dramatiques, conséquences qu'on connaît par Berlin, Berlin-Est, Berlin-Ouest. Je démarre avec l'arrivée des Russes à Berlin. Alors là, autant vous dire que c'est fort, puisque toutes les femmes de 13-14 ans jusqu'à 77 ans ont été violées. C'est un gros souci des... le terme est mal précisé. C'est épouvantable d'imaginer ces femmes qui apprenaient dans le même temps ce qui s'était passé en Allemagne. Elles se sentaient responsables, elles avaient honte de ce qui s'était passé dans leur pays, et en même temps, comment parler de ce viol alors qu'elles savaient qu'il y avait pire au-delà. Et comment accepter ensuite de se retrouver enceinte. C'est une forme de colonisation du corps, cette vengeance. Une vengeance cruelle, et en même temps, ces Russes avaient vu des choses épouvantables. Ils venaient de libérer les camps en Pologne. Pour eux, c'était plus que de la vengeance. Donc, comprendre ce qui s'est passé, aller au-delà, parler justement de ces naissances non désirées, de ces naissances refusées par le pays. Certains enfants ont même été enlevés par la Russie. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a... Alors ça s'est passé à Berlin, ça s'est passé en ex-Yougoslavie, ça se passe malheureusement partout où il y a la guerre. Comment faire avec ces enfants? Qui a le droit de réclamer la garde de ces enfants? A-t-on le droit aussi de déplacer des enfants d'un pays à un autre, d'une culture à un autre, et là on arrivera à l'arbre des oublis, sous prétexte de leur apporter quelque chose de soi-disant meilleur? Faut-il vraiment les déraciner? Et puis donc Berlin, Berlin-Est, Berlin-Ouest, ça se terminera en 90, juste après la chute du mur en novembre 89, avec la Stasi, l'enrôlement des jeunes dans la Stasi, comment des gamins de 13-14 ans ont espionné leur propre famille et leurs propres copains dans les écoles. Il faut savoir que la Stasi avait des documentations qui représentaient des kilomètres de long. Et c'est assez impressionnant, moi ça m'a sidéré d'apprendre tout ça. Donc voilà, le jardinier du fort, c'est à la fois un monsieur que j'ai rencontré qui a été à l'origine des jardins ouvriers du fort de Saint-Denis. Ici après la guerre, au moment des Trente Glorieuses, il a fallu nourrir tous ces gens qui arrivaient de partout, donc créer ces jardins ouvriers qui existaient déjà un petit peu avant, les jardins partagés. Mais là, ça a explosé, c'est fabuleux, c'est tout un monde, ces jardins ouvriers, tout un monde, tout un échange culturel aussi extraordinaire, et puis les STO, puisque ce monsieur a été STO, et quand les STO revenaient de la guerre, ils avaient une honte aussi, alors toujours cette honte qui revient, de se dire, ben oui, moi j'ai travaillé pour l'Allemagne, seulement en France, ils étaient quand même sacrément nombreux à travailler pour l'Allemagne. Et alors ce monsieur était dans la marine fluviale, et dans la marine fluviale, il a livré du charbon. Et de là, je me suis dit, mais il a livré du charbon où? Imaginez. Imaginez cette blessure qu'il a ressentie, et jusqu'à sa mort, ça a été terrible. Je l'ai accompagné jusqu'au bout. Et sincèrement, j'ai
j'ai écrit son histoire, une partie, parce que j'explique au début que c'est pas toute son histoire, il n'était pas creusois, il se trouve que moi j'ancre mon histoire dans la Creuse, mais cette blessure était terrible. Et CSTO, vous savez quoi, 20 ans, 21 ans, et il y avait des femmes, et ça on n'en parle jamais, et ça j'ai trouvé ça assez incroyable, il y a eu plus de 1000 femmes qui ont été raptées à la sortie des usines dans les territoires occupés. Et quid de ces femmes? Jamais on en parle. Et puis des volontaires qui ont échappé aussi à des familles qui les maltraitaient, des maris qui les battaient. Et ces femmes, eh bien, elles sont parties en Allemagne persuadées qu'elles allaient vers une forme de liberté parce qu'elles avaient un salaire de promis. Seulement certaines se sont retrouvées dans les bordels à soldats. Donc voilà ce qui est raconté dans Le Jardinier du Fort. Donc encore une histoire difficile. Alors l'Arbre des Oublis. L'Arbre des Oublis. On va se mettre dans l'ambiance avec une petite lecture d'un extrait du texte. Je vais chanter 2-3 mots. Excusez-moi, je ne chante pas très juste. Ne fuyez pas. J'ai cherché désespérément un musicien, mais pas évident de chanter le Maloya ou de le jouer. Et donc voilà. On est dans les années 60. Imaginez la Creuse dans les années 60. Terre battue. 1960. On allait encore chercher l'eau au puits. Ça, là-bas, à La Réunion, ils ne réalisent pas. 11 000 km d'ici, quand même. On allait chercher l'eau au puits, on était dans la terre battue. Bon. Enfin, je me souviens bien, moi, j'étais dans les années 60 et on allait chercher effectivement l'eau. On allait aux toilettes au fond du jardin. Et à La Réunion, bah, c'était pareil. Il n'y avait pas tant d'écart que ça. Et vous allez voir toute l'importance que ça a par la suite, parce que les Réunionnais ont une vision très particulière de la France. 11 000 km, c'est énorme, c'est une culture complètement à part. Et j'ai rencontré des universitaires là-bas et les jeunes filles me disaient « Ah, mais quand même, ces enfants qu'on emmenait là-bas, ils avaient peut-être des chances. » Je dis « Mais quelle chance? La Creuse, c'était pas Paris, c'est pas la capitale. » Et souvent, quand on est là-bas, on imagine que la France, c'est un grand Paris. Mais non, ben non, c'est pas un grand Paris. Et ça, c'est parfois un petit peu difficile à comprendre. Un petit peu moins maintenant, parce que quand même, on a pas mal d'échanges. Les billets sont moins chers pour aller à La Réunion. Enfin bon. Allez, on est dans les années 60. Valet, valet, prête-moi ton fusil. Voilà l'oiseau, prêt à voler. Valet, valet, prête-moi ton fusil. Voilà l'oiseau, prêt à voler. Si vous avez gagné l'oiseau, suffit d'argent pour mon voyage. Si vous avez gagné l'oiseau, suffit d'argent pour mon voyage et pour mon arrivée. Maloya, Maloya, interdit jusqu'en 1982. Interdit parce que c'était un chant d'esclaves qui passait des messages révolutionnaires. Interdit jusqu'en 1982 le chant ancestral de La Réunion. Qu'as-tu fait de tes enfants? Ils sont pareils à des arbres nourris du sang de nos ancêtres. Ils ont besoin de nous pour la transmission de nos valeurs et nous avons besoin d'eux pour notre avenir. Si nous les déracinons, que deviendront-ils? La nuit tombe sur Sans Souci, petit village des Hauts-de-Saint-Paul de La Réunion. Les cases s'étirent vers la rivière des Galettes. Plus loin, le cirque de Mafat s'offre aux plus téméraires, car il n'est accessible qu'à pied. Souvent dissimulé sous la brume, c'est un lieu chargé de mystères. Pitons escarpés aux cascades grandioses, ravines profondes et forêts denses, permettaient aux esclaves en fuite d'y trouver refuge pour vivre libres sur les plateaux verdoyants. Les descendants de ces marrons mafatais sont à l'origine de Sans Souci. Étendu et bordé de canne à sucre et de maïs, ce village a son église, sa petite école, ses cases en tôle et quelques paillotes. Sa route principale se transforme rapidement en chemin de terre sinueux qui s'achève au milieu des chemins pentus. Sous ces latitudes, le soleil se lève tôt et brille à tel point qu'il se fatigue plus vite qu'en métropole. En effet, lorsque le ciel se dessine à la nuit de plomb, l'heure d'aller se coucher est encore loin. À ce moment-là, les habitations s'animent. Sans électricité,
le feu de bois danse et offre des couleurs changeantes qui vont du jaune au vert. Des bruits discrets de casseroles et de paroles chuchotées bourdonnent tels des ruches en action. Les petits chiens aux poils clairs et ras aboient une dernière fois avant de se nicher à l'entrée des cases. Ce soir de mars 1967, au cœur d'une hutte au mur en torchis, le rituel du repas réunit une ribambelle d'enfants autour d'un plat unique. La petite Lily plaque sa main collante sur sa bouche gourmande. Sa langue rose lèche les restes de riz collés au creux de sa paume offerte. Elle renifle ses doigts qui gardent l'odeur du rougail et de la terre chaude pendant qu'au centre de la pièce sombre, une vieille raconte des histoires. Tous l'appellent Gros Momo. Gros Momo. Tisaneuse, guérisseuse et grand-mère de substitution, elle offre un havre de paix aux enfants vagabonds ainsi qu'à Lily. La fillette a été placée chez elle par Rose, sa mère. La jeune femme travaille dans une exploitation de canne à sucre et n'a guère le temps de s'occuper de sa progéniture. Elle ne compte pas ses heures et gagne un salaire de misère et doit s'en satisfaire, faute de mieux. Son patron répète à longueur de journée que la canne ne paie plus et qu'il lui faudra bientôt se recycler. Quant au père de Lily, Dieu seul sait où il se trouve, il a pris ses clics et ses claques sans crier gare. « Oh, elle est partie au diable !» qui disent tous dans le village. La petite pense que le diable a dû avaler son papa puisqu'il n'est jamais revenu. « Valet, valet, prête-moi ton fusil. Voilà l'oiseau, prêt à voler. » Mais l'oiseau, on lui a coupé les ailes. On lui a coupé les ailes. Pourquoi on lui a coupé les ailes? Eh bien, c'est là une sacrée histoire. Parce qu'en fait, dans les années 60, Debré, 62, je dirais, 63, Debré est élu député. Il n'est plus ministre, alors il faut lui trouver une place. Il est député de la Réunion. On est à une période difficile, 62, on a perdu l'Algérie. Et nos colonies sont importantes. En plus, l'île de la Réunion est stratégique pour la France. C'est pour ça qu'en 1946, devient département français. Sauf qu'en 60, on ne l'a toujours pas considéré comme un département français. On l'a toujours considéré comme une colonie. Or, Debré se déplace. 59, il s'était déjà déplacé, De Gaulle. D'ailleurs, quand De Gaulle est arrivé, c'était la liesse, parce qu'il allait sauver l'île de la Réunion et lui redonner de l'essor. 62, 63, on en est encore bien loin. Pas d'infrastructures routières, pas de services de santé, des écoles défaillantes, une natalité exponentielle impressionnante et surtout, ce dont on parle assez peu, un terreau révolutionnaire très important. Une jeunesse qui veut vraiment, avec le Parti communiste très fort, l'indépendance. Et ça fait peur. On est encore dans les années 50-60, dans la guerre froide. Le communisme fait très très peur. Et là-bas, on ouvre des centres pour l'enfance coupable. L'APK. L'enfance coupable. Et ça, on se dit, mais comment on a pu ouvrir des centres pareils? Des centres dans des lieux idylliques. Je suis allée visiter la Réunion, je suis allée à la rencontre des gens pour leur parler de cette histoire et en comprendre un peu plus. Et j'ai visité un centre et je me suis dit, mais on est en plein cirque de Salazie, mais splendide, des cascades, c'est luxuriant, une nature extraordinaire, c'est le début du monde, c'est l'Éden. Ben, dans l'Éden, il y a un enfer, avec des cellules, pas plus hautes que ça, comme ça, c'est comme dans les camps, Et on se dit, mais les gamins ont été enfermés là-dedans. Des gamins de 14-15 ans. Ces gamins étaient enfermés. Tous les matins, on les sortait pour qu'ils aillent travailler pour les petits blancs, qu'on retrouve toujours là-bas. Le soir, ils rentraient, ils étaient violés, frappés, enfermés quand ils faisaient des choses qui n'étaient soi-disant pas dans les règles.
Et ces gamins-là s'inscrivaient sur des listes en disant « Moi, je peux aller en métropole parce que si je vais en métropole, on m'a promis une école, puis un travail. » Donc ils se mettaient sur la liste, les gosses, en se disant « Si je suis sage, si j'obéis, on m'enverra là-bas. » Alors, mais pourquoi ils veulent aller en métropole? Qu'est-ce qu'on leur a promis? Eh bien, on s'est dit, Debré, mais pas tout seul, mais ça avait déjà démarré, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est pas Debré qui a mis en route ce dispositif. Hein. Il y avait déjà eu des essais à Madagascar, puisqu'on avait déjà placé des familles réunionnaises en plein centre de Madagascar, sur des terres ancestrales sacrées. Enfin, bon, je vous passe les détails, parce que ça va être beaucoup trop long, autrement on va essayer de faire vite. Et donc, eh bien, il fallait effectivement endiguer cette natalité, il fallait aussi serrer la vis de tous ces jeunes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en métropole, on parle des 30 Glorieuses. Mais les 30 Glorieuses, c'est quoi? Les 30 Glorieuses, c'était bien pour la montée du capitalisme, c'était bien aussi pour les grandes villes. C'est vrai que ça a aidé dans les grandes villes, ça a donné du travail aux ouvriers, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais ça a désertifié toutes nos campagnes. C'est à ce moment-là où on a eu aussi des bidonvilles quand même qui se sont construits, je pense entre autres à Nanterre, parce qu'il fallait loger, qu'on n'avait pas de logement après-guerre. Hein. Alors effectivement, dans les années 50, on a énormément construit de grands bâtiments pour loger la population, mais il n'empêche que ça posait des problèmes. Et on a eu donc dans ces campagnes une désertification et se dire mais il faut nourrir cette population. On parlait des jardins ouvriers, mais ça ne suffisait pas, il n'y avait pas de supermarché à l'époque. Comment nourrir tout le monde? Eh bien, il faut relancer l'activité des campagnes. Pour ça, il faut de la main-d'œuvre. Et de la main-d'œuvre, où peut-on la trouver? Eh bien, là, on avait de la jeunesse, entre guillemets délinquante, parce qu'elle n'était pas délinquante, hein, mais ils avaient parfois fait des petites bêtises comme font tous les gosses, parce que là-bas, la famille, elle n'est pas comme ici dans leur culture. Il peut y avoir plusieurs papas et une seule maman, ou des fois, une maman prend soin d'un autre gamin. Gros Momon, dont on parlait tout à l'heure, Gros Momon, c'est l'ancienne du village qui prend en charge tous ces gamins qui sont nés de plusieurs papas. C'est comme ça. Et pour eux, c'est normal. Pour nous, non. Pour nous, surtout à cette époque-là, hein, patrie, famille, tournée. Hein. Donc il faut le papa, la maman, les enfants, on les éduque d'une certaine manière. Là-bas, c'est pas possible, ils sont forcément malheureux. Et puisque ces enfants sont forcément malheureux, pour nous, hein, eh bien, il faut les aider. Quoi de mieux pour les aider? De les déraciner pour les emmener chez nous. Alors si je dis ça, c'est parce que je suis persuadée qu'il y a des personnes de la DAS qui ont vraiment fait les choses dans ce sens-là pour aider les enfants. J'ai rencontré une assistante sociale qui a vécu ça et qui m'a dit « mais moi je pensais que ce serait bien pour eux, sincèrement ». Et il y en a d'autres qui l'ont fait parce qu'ils étaient intéressés aussi pour retirer donc cette jeunesse, la placer pour la maintenir. Donc ces gamins-là, eh bien, qu'est-ce qu'on en a fait? On les a mis dans les campagnes. Alors, comment ça s'est passé? Parce qu'il a fallu une organisation pour ça. On ne prend pas les gamins comme ça et on leur fait faire 11 000 km pour les placer dans les campagnes. Non. Là, il y a eu des décisions de justice. Alors, il y a des enfants qui ont été placés sur décision de justice parce qu'effectivement, ils étaient dans des centres spécialisés pour l'enfance coupable. Il y a des enfants qu'on estimait qu'ils n'étaient pas suffisamment bien pris en charge par leur famille, donc ils étaient en placement dit temporaire. Et puis, des pupilles de la nation qu'on pouvait adopter. Et là, c'était déjà plus compliqué parce qu'il fallait récupérer ces enfants dans des orphelinats. Il n'y en avait pas tant que ça. Donc on s'est dit, eh bien, on va faire signer, alors c'est là où c'est complètement aberrant, on va faire signer des actes d'abandon à des mamans ou des papas qui ne parlent que le créole, qui ne savent pas lire le français forcément et qui ne le parlent pas d'ailleurs. Et avec quoi? Le pouce. Et ça c'est terrible parce que les agents sont venus, les agents de la DAS sont venus, personnels, dans les foyers, récupérer ces gamins, ils cherchaient qui était la maman ou qui était le papa, et ils leur expliquaient, eh bien voilà vos enfants, on va les emmener en métropole, on va les nourrir correctement, on va leur offrir des études,
ils pourront trouver un bon travail, ils reviendront chez vous les poches pleines, et puis surtout, ils reviendront tous les ans à La Réunion, on leur offrira un aller-retour. Les parents, souvent démunis, enfin les mamans toutes seules, parce qu'il y avait quand même beaucoup de mamans seules, démunis se disaient, mais c'est une chance pour eux, je vais m'en séparer, mais je sais qu'il reviendra. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, ça reste dans les mémoires et il faut absolument que ces ex-mineurs arrivent à intégrer le fait qu'ils n'ont pas été abandonnés sciemment. Et les Réunionnais qui ont laissé partir leurs enfants ont cette honte aujourd'hui de se dire « j'ai abandonné mon gamin ». Or, ils n'ont pas abandonné sciemment. Ça a été fait vraiment, par contre, nous, consciemment. Ce qu'on a fait, on l'a fait en le sachant. Donc ces gamins ont été considérés comme pupilles de la nation et donc ont été adoptés en métropole. Alors, ceux qui ont été adoptés, je dirais que ceux-là, pour la plupart, ne sont pas trop mal sortis. Alors souvent, on leur a caché qu'ils étaient réunionnais, et c'est là où ça pose problème. On leur a dit, ben non, tu es notre enfant, parce que vers 3 ans, souvent, vers 3-4 ans, les enfants ne se souviennent pas vraiment. Et quand ils ont été complètement déracinés, leurs souvenirs sont enfouis, et il y a comme un déni de ce qui s'est passé avant, si bien qu'ils étaient adoptés vers 3-4 ans, ils étaient persuadés que c'était vraiment leurs parents en métropole. Ils étaient parfois un peu foncés, et on leur disait, mais non, c'est normal, vous êtes bronzés, vous gardez votre bronzage. C'est ce qui va se passer pour Lily. Lily, c'est un peu Valérie Andanson. Valérie, c'est la porte-parole de la Fédération aujourd'hui des déracinés. Valérie a subi un premier placement qui s'est mal placé, puis ensuite elle a été adoptée par un couple assez âgé et qui l'a vraiment pris en charge et qui l'a vraiment aimé. Aujourd'hui, elle a retrouvé son papa après bien des périples, des péripéties à La Réunion. Elle s'installe à La Réunion. Vous voyez, il y a toujours ce lien, on en reviendra, mais ce lien, il est très très important, il est extraordinaire. Mais elle a découvert qu'elle était réunionnaise à l'adolescence, parce que ses parents adoptifs n'ont pas osé lui dire qu'il n'était pas sa propre enfant, tellement eux étaient aussi en mal d'enfant. Ça aussi, c'est dangereux dans l'adoption. Avoir des parents qui se veulent adoptifs, mais qui sont vraiment en mal d'enfants, et tellement mal d'enfants qu'ils n'adoptent pas dans les bonnes conditions. C'est très compliqué l'adoption. Et puis, donc, il y a les temporaires. Alors, ceux qui étaient placés de manière temporaire, s'ils étaient très jeunes, ça pouvait à peu près bien se passer. Quand ils étaient déjà en âge de travailler, c'était plus compliqué. Et alors, ceux qui étaient placés après un jugement, je pense que ceux-là ont vraiment souffert. Ils sont arrivés à Orly. Alors, déjà, ils partaient de La Réunion au mois d'octobre-novembre. Au mois d'octobre-novembre, à La Réunion, c'est l'été. Hein. Il fait très très chaud. Bon, il fait souvent chaud, mais c'est vraiment très chaud. Ils arrivaient octobre, novembre, décembre à Guéret. Alors d'abord à Orly, on les mettait dans un autocar, direction, puis les gosses, ils voyaient s'éloigner la ville, ils ne comprenaient pas, parce que pour eux la France c'était Paris, hein, donc c'était la Tour Eiffel. D'ailleurs, on leur vantait la capitale. Ils ne comprenaient pas, on commençait à prendre des petites routes. Imaginez au bout de quelques heures, parce qu'à l'époque on ne mettait pas de 3-4 heures pour aller dans la Creuse, ils arrivaient à Guéret. Et là, Guéret, eh bien, il y avait un centre d'accueil qui, au départ, le foyer était juste à côté de l'hôpital, n'était pas conçu pour recevoir des grands contingents. On appelait ça des contingents, vous voyez. Donc, les gamins, ils arrivaient, déjà, ils voyaient la neige, des fois. Alors là, ils pensaient que c'était du coton qui tombait du ciel. Ils ne savaient pas de quoi dormir, parce qu'il y avait quelques lits, mais il n'y en avait pas suffisamment. J'ai rencontré une dame qui était à l'accueil d'un de Guéret, qui pleurait quand j'avais dédicacé à Guéret, qui me disait, mais moi je les ai vus, ces pauvres gamins arriver, on les couchait dans les couloirs parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc ils récupéraient des matelas pour les coller dans les couloirs. Ces gamins-là étaient déracinés, ils n'avaient plus leurs parents ni leurs amis, il faisait très froid, on leur donnait à manger de la soupe, des rares, des patates. Imaginez l'estomac quand on a l'habitude de ne manger que du riz. Et puis surtout, on ne parlait pas leur langue. Ils arrivaient, ils parlaient que créole. En plus, la plupart étaient colorés, parce que là-bas, on n'est pas tous colorés. Hein. On peut être, d'ailleurs, je vous lirai un petit extrait tout à l'heure, on n'a pas tous la couleur noire, mais beaucoup étaient quand même assez sombres. Et puis, d'un coup, là, ils ne comprenaient plus ce qui se passait. Et puis, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait. Et les gens en face se disaient, mais ces gamins-là, ils ont un retard phénoménal, ils ne sont peut-être pas tout à fait normaux. D'ailleurs, dans leur dossier d'AS,
et étaient souvent marqués retardés mentaux, parce qu'ils ne parlaient pas notre langue. Imaginez. En plus, des gamins qui avaient vécu en liberté, pour eux, d'un seul coup, on les emprisonnait. On les emprisonnait par les chaussures déjà. On leur avait acheté des chaussures en cuir, alors qu'ils marchaient pieds nus. Donc déjà, l'enfermement, il commençait par tout ce qui était vestimentaire. Et puis après, il fallait qu'ils s'adaptent. Et après, alors ça, c'était le summum, les paysans de la région venaient choisir leurs ouvriers. Et c'est là où ça a été dramatique, parce qu'on a cet exemple en 41-42, où beaucoup de petits Parisiens sont venus se réfugier dans la Creuse. Et c'est vrai que souvent, ces gamins ont travaillé, mais c'était normal ici, tout le monde travaillait. À cette époque-là, on allait tous dans les champs, quand on venait en vacances, c'était pour travailler, parce que nos anciens avaient toujours travaillé. Mais ces gamins-là qu'on avait fait venir en leur disant vous allez faire des études, vous allez voir, vous allez être bien traités, d'un seul coup on les mettait dans des cases précises, vous allez faire ça, vous allez vous lever le matin, vous allez travailler. Les gamins ils ne comprenaient plus. C'est surtout qu'en plus, en arrivant dans certaines fermes, on ne les faisait surtout pas coucher dans un lit. D'abord parce qu'ils étaient noirs et qu'ils risquaient d'abîmer les draps blancs. Et ça c'est vrai, il y a des témoignages. Il y a des gamins qui ont dormi dans des niches de chiens et qui ont mangé avec le chien. On se dit, mais ces gamins-là, comment les récupérer par la suite? C'est pas possible. Des gamins qui ont été considérés comme des esclaves, des jeunes filles qui ont été violées, des gamines qu'on a mis dans des familles sans vérifier ce qui se passait dans les familles, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'assistante sociale. En fait, il était prévu 2 visites par an, avec une vêture. Une vêture, on donnait des vêtements pour les enfants au printemps et à l'automne. Sauf que ces vêtements étaient souvent utilisés pour les enfants de la famille, mais pas pour le gamin. Et quand on savait qu'il y avait une visite, parce que bien sûr on prévenait la famille, le gamin était lavé, il était habillé correctement et il était mis à table. Et on se disait, tout va très bien, parce qu'on n'avait pas le temps de discuter. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, jusque dans les années 70, après ça s'est un petit peu stabilisé, pas stabilisé, ça s'est un petit peu arrangé. Mais jusqu'aux années 70, d'abord il n'y avait pas d'olto, l'enfant il fallait le couper de ses racines quand on l'envoyait ailleurs, quand on l'adoptait. On n'avait pas cette considération qu'on a de l'enfant comme on l'a aujourd'hui. Mais il n'empêche que ces gamins ont subi des choses épouvantables. Et comment réparer? C'est cette réparation dont on parle aujourd'hui. Que faire pour maintenant prendre conscience que ces enfants devenus adultes ont besoin de cette reconnaissance? Aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir un centre de recherche à Guéret. Heureusement qu'on va en parler dans les livres scolaires. Heureusement. On parlait tout à l'heure effectivement de cette transmission. La transmission de cette histoire, elle est essentielle pour comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des gens ici, il y a des gens qui disent mais on en a marre d'entendre parler des Réunionnais, nous aussi on a souffert. Mais là, c'est encore un autre souci. C'est pas le même problème. Ce sont des gamins qu'on a coupés de leur culture et qu'on a considérés comme des chiens. Donc, même si des enfants ici ont été maltraités parce qu'il fallait travailler, ces gamins-là ont tout perdu. Et jamais, 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 ils n'ont eu un retour à la Réunion. Il y a des mamans, des parents, mais beaucoup de mamans, et encore des mamans parce que c'est souvent les femmes, qui ont fait des recherches pour retrouver leur enfant. Elles se sont déplacées des hauts de la Réunion, parce que alors, la Réunion, c'est une île volcanique, vous avez vraiment des pics où les plus malheureux, alors à une certaine époque c'était les plus riches qui allaient vers les hauts et qui descendaient vers les bas quand il faisait trop chaud. Là, les plus pauvres sont souvent vers les hauts parce qu'il n'y a rien. Et ces femmes-là descendaient à pied souvent, parce qu'elles n'avaient pas d'argent pour prendre le bus, elles descendaient à pied à l'administration de Saint-Denis pour se renseigner, pour savoir où étaient leurs gamins. Jamais on leur a dit où étaient leurs gamins. On leur disait tout va bien, il va suivre des études, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et puis un jour, voilà, il a été adopté, vous inquiétez pas, adopté, mais oui, mais bon, il a trouvé un foyer où on l'aide, et puis les années passant, et bien ces femmes ont d'autres enfants, elles vont continuer leur vie, parce que dans la misère, on n'a pas le choix, si on ne veut pas crever de faim, il faut bosser, et elles n'ont pas oublié cet enfant, mais elles l'ont relégué dans un coin de leur mémoire. Et là où c'est impressionnant, c'est quand l'histoire
ressurgit. Ces enfants font des recherches, sachant que là-bas, la DAS a des dossiers qu'on brûlé, comme par hasard. Vous cherchez vos dossiers, vous ne trouvez plus rien. Mais il y en a certains qui ont retrouvé des familles. Imaginez, 40 ans après, vous retrouvez un papa, une maman, qui sont décédés, un frère, une sœur, parce que les fratries ont été séparées. Mieux, on a séparé les fratries. Imaginez, vous retrouvez un papa, une maman, un frère, 40, 50 ans après, mais même au niveau, alors déjà au niveau sentiment, mais même au niveau patrimoine. Ceux qui ont été adoptés en métropole, ils n'ont plus aucun droit là-bas. Et en plus, là-bas, on a peur quand on voit arriver ces enfants-là. On se dit, mais oula, ils vont nous prendre les peu qu'on a. C'est horrible. Et puis, ces gens, ces enfants qu'on a déracinés, certains sont devenus vraiment de métropole. Ils ont appris le français, certains sont restés dans la Creuse, hein, pour ceux qui sont en Creuse, parce que je vais vous dire aussi que les Réunionnais dits de la Creuse, je veux bien, mais il y a 10% en fait qui sont restés dans la Creuse, sur 2150 enfants. Là, je suis allée à La Réunion en décembre pour travailler sur cet esprit de résilience, justement, mais côté Réunion comme côté métropole, hein, parce que de l'autre côté, ils ont du mal aussi à accepter cette histoire, parce que ça leur... il y a une honte, en fait, d'avoir abandonné leurs enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, et cette honte est difficile à accepter, et ils ont du mal encore. Donc on travaille sur cette idée de résilience, et là, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça y est, j'ai mangé en route. Tu as été retourné à La Réunion en décembre. Pour la résilience, eh ben ça y est. Oui, 10%. Oui, merci beaucoup. Il s'appelle Pierre. Merci Pierre. Merci Souffleur, voilà. Merci Souffleur, parce que là d'un seul coup, alors incroyable, hein. Bref. Et aucun des ex-mineurs qui étaient avec nous, ils étaient 50, hein, on était 70 à partir, ils étaient 50 ex-mineurs, aucun ne connaissait la Creuse. Alors, ça paraît fou, je me dis, mais c'est pas possible, Réunionnais dit de la Creuse, mais vous êtes forcément passé par la Creuse, vous êtes forcément passé par Guéret, puisque Guéret c'était le centre névralgique. Ah non, 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 nous on est allé directement dans le Gard, on est allé à Saint-Clar, on n'est pas passé par la Creuse. Donc là aussi, il faut temporiser un petit peu parce qu'on a stigmatisé la Creuse et c'est là où j'ai trouvé que c'était quand même un peu difficile. Cette histoire est dure, mais elle concerne tous les départements français. Et il n'y en a pratiquement aucun qui a été mis de côté, puisqu'il y a 80 départements français qui ont été impactés par l'arrivée de ces enfants. Et la Creuse représente 10%. Alors ce qu'il y a, c'est que la Creuse représente 10% sur une population qui est quand même assez peu, hein, on est peu nombreux dans la Creuse, et c'est surtout que le centre de Guéret, le foyer, n'était pas adapté pour l'arrivée de, des fois, une centaine d'enfants. 60 enfants dans un petit foyer, c'était déjà beaucoup aussi. Donc ça a démarré très fort, et puis progressivement, il y a eu moins de départs d'enfants. Parce que ça s'est su. Parce qu'il y a eu aussi, il y avait le planning familial, il y a eu aussi des gens qui s'en sont intéressés, et je pense entre autres à Simone Veil, en tant que ministre de la Santé, qui a interpellé le gouvernement en disant « Mais c'est étonnant tous ces déplacements d'enfants, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ?» Simone Veil, vous vous rendez compte? Donc, à partir de là, il y a eu une prise de conscience, et puis effectivement, on a beaucoup plus travaillé sur la pédopsychiatrie. On a compris aussi qu'il y avait des rapports qui étaient faits au niveau de l'hôpital de Guéret et de Savory. Et à Savory, on s'est retrouvé avec des enfants en service psychiatrique dans des états lamentables. Et ah ouais, là, c'était infernal, ces gamins-là, on ne savait plus du tout où ils étaient, comment ils s'appelaient, enfin bon... Il y a des gamins, des enfants qui se sont tentés de se suicider, qui se faisaient des scarifications, qui ont fait les 400 coups parce qu'ils n'arrivaient pas à s'équilibrer. Donc souvent on a critiqué ces gamins-là, mais comment arriver à avoir une adolescence correcte? Quand on sait que déjà à l'adolescence tout bascule, on doit se former son image en dehors des parents, mais en même temps on a quand même ce calque du père et ce calque de la mère. Là ils n'avaient plus rien. Et en plus, ils se sont construits sur des mensonges. Et ils se sont construits souvent avec de la maltraitance autour.
Quand ils sont arrivés, surtout, je parle de la Creuse, parce que là on va parler des enfants surtout de la Creuse, parce que c'est l'exemple qu'on connaît mieux, mais on n'avait jamais vu de noirs ici. Rare, hein. Enfin, moi je sais qu'à l'époque, les noirs, j'en voyais pas beaucoup. Hein. Alors je dis des noirs, c'est pas péjoratif, mais la couleur noire, on ne connaissait pas. D'un seul coup, vous voyez quelques gamins qui sont noirs, ils se sont fait traiter de tous les noms, d'oiseaux qu'on peut connaître. Donc ces gamins-là, comment se construire? L'adolescence, c'est quand même une période délicate, plus que délicate, et beaucoup se sont retrouvés donc avec des traitements, et des traitements qui n'ont rien valu, et il y en a qui ont fini, oui, clochards. Il y en a qui ont fini clochards. Donc c'est une histoire difficile, c'est une histoire qu'on a fait perdurer jusqu'en 82, ça on a parfois du mal à le réaliser, mais c'est une histoire qui a aussi un parallèle. Et ça, on en parle, vous le connaissez peut-être un peu plus, parce qu'on en a beaucoup plus parlé, c'est le bumidum. C'est le déplacement des jeunes adultes antillais, qui s'est produit dans la même période, en fait, 60 jusqu'en 82, puisque le bumidum a cessé aussi en 82. C'était un bureau de placement pour les jeunes, les antillais. Et ces jeunes-là, on leur promettait, là encore, une super formation. Alors, il y a eu un très bon téléfilm qui était passé, j'ai trouvé ça très bien, sur ces jeunes filles qui arrivaient dans un centre à Crouy-sur-Ourcq, en Seine-et-Marne. Et en fait, le centre de formation leur apprenait à repasser et appuyer sur les boutons des machines. Et tous les dimanches, les bourgeoises arrivaient pour choisir leur femme de maison. Les réunionnaises, en tous les cas, il y en avait assez peu, mais étaient très demandées, très très demandées. Et donc, les Antillaises, eh bien, quand elles arrivaient, elles étaient persuadées d'avoir une place dans un centre de formation. Ces centres de formation, on les gardait maxi 3 mois, sauf que comme ils étaient souvent archi-pleins, au bout de quelques jours, parfois au bout d'une semaine, on disait aux jeunes filles, on n'a plus de place pour vous, il faut que vous trouviez quelqu'un. Ces jeunes filles étaient prises en charge par des proxénètes. Et là encore, c'est l'omerta, on n'en entend jamais parler. Pourtant, il y avait des gangs antillais. Et ils plaçaient ces filles. Alors, les réunionnaises, très peu, très très peu. Alors, est-ce que ça vient du fait que... est-ce que ça vient d'éducation? J'en sais rien, mais il n'y a pas eu de gang de réunionnais, par exemple. Ça, j'en suis sûre. J'ai interrogé des gens de la PJ qui m'ont dit « mais non, on n'a jamais connu de gang de réunionnais. Par contre, Guadeloupe, Martinique, on a eu des gangs. » Et ces jeunes filles-là, elles s'en sont jamais sorties. Hein. Donc ces déplacements, on connaît un petit peu, hein, puisqu'on a eu des... Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'était les frères, je ne sais plus là, vous savez, les humoristes, les inconnus. Marie-Thérèse avec l'hôpital, etc. Eh bien, en fait, les Marie-Thérèse, c'était vrai, c'était ça. C'était ces jeunes filles qui arrivaient des Antilles et qu'on plaçait dans les postes aussi, hein, postes et télécommunications, on avait beaucoup d'Antillais. Et passé un certain temps, je ne sais pas, mais chez nous, c'était courant d'avoir des Antillais, des postiers, et dans les hôpitaux, c'était souvent aussi des places réservées pour ces jeunes gens-là. Mais on n'avait pas tant de places de réservées que ça dans l'administration, si bien que certaines gamines se retrouvaient sur le trottoir. Alors pour en revenir à l'histoire de la Réunion, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est intéressant aussi de se dire que c'était donc l'ancienne île Bourbon, et c'est très particulier la Réunion, c'est vraiment un melting pot. Vous avez des gens qui viennent d'un petit peu partout. Alors là, c'est un petit exemple du bouquin où il y a eu un directeur ici, à Guéret, qui était antillais, et qui était réunionnais, pardon. Et ce directeur de ce foyer d'accueil des jeunes réunionnais a permis à ses enfants de se reconstruire en faisant de la musique et en dégustant des plats, tout simplement par la cuisine, parce que la cuisine c'est un élément essentiel en fait pour lier les rapports. D'ailleurs, les femmes qui sont retournées, toujours les femmes qui sont retournées à la Réunion retrouver leur mère ont réussi à relier quelque chose, à retrouver ce lien avec la mère, comme il n'y avait plus le langage, par la cuisine, les odeurs, le fait de faire quelque chose en commun. Donc ce directeur qui a été exceptionnel a aidé beaucoup de gamins. D'ailleurs, il y a des gamins qui étaient placés dans des fermes qui se sauvaient
pour retourner au foyer quand le directeur était là. Et ce directeur, donc, n'était pas très sombre. Et là, c'est un petit exemple avec un gars qui a un apprenti, un monsieur de Guéret, qui avait un apprenti antillais, décidément, réunionnais, et cet apprenti fait des bêtises parce qu'il a du mal à s'équilibrer, et donc l'apprenti va voir ce directeur. Et le directeur, comme il est blanc, le chef d'entreprise ne comprend pas. Il dit, mais la réunion, ils sont tous noirs. Et là, le directeur dit, moi je suis réunionnais. Vous êtes réunionnais, c'est impossible. Alors, le directeur se lève et attrape la maconde placée au-dessus de son armoire. Il la met en face de son interlocuteur et pose le bout de son index sur un tout petit point au milieu de l'océan Indien. Parce que c'est vrai que souvent, on oublie où se trouve la Réunion. J'avais emmené un petit plan parce que je vous montrerai tout à l'heure. Il faut être par là. Oui. Ah, mais elle est là. Corinne, malheureusement, je t'ai dit à 6 heures pour qu'on ait libéré la salle. Oui, alors voilà, la Réunion, c'est un petit point là, dans l'océan Indien. Juste ça, c'est une ancienne île Bourbon, peuplée au fil des siècles d'hommes et de femmes venus d'Europe, de Chine, d'Inde, de Madagascar. Tout ce petit monde s'est arrangé pour nuancer la couleur des peaux blanches et noires. Vous y trouverez ce qu'on appelle les Yabs, descendants des Blancs, les Kafs, qui ont leurs racines africaines, souvent issus de l'esclavage, les Malabars, aux origines indiennes, comme les Arabes, avec un Z, mais eux sont musulmans. Vous avez aussi les Chinois et vous, les oreilles. Et on nous appelle les oreilles, on va finir là-dessus, parce que du coup c'était un peu court, parce qu'on écoutait tout et on répétait. Et c'est pour ça qu'il y avait le Maloya. On va faire un retour en arrière. Le Maloya permettait aux esclaves de se raconter entre eux ce qui se passait dans les familles où ils étaient placés, et surtout d'aider les marrons, c'est-à-dire les esclaves en fuite. Valet, prête-moi ton fusil. Il y a un jeu de cartes révolutionnaire avec justement un Africain qui brise ses chaînes, un jeu de cartes interdit, et qui a un fusil. Et il se passait des messages pour pouvoir s'enfuir de cette manière-là. Alors on va terminer là-dessus, je suis désolée, c'est très court, mais voilà, vous aurez l'essentiel, et puis si vous avez des questions rapides, sinon, lisez le livre. Il en reste ? Je crois qu'il en reste deux. Oui, il en reste. Il y a les autres aussi. Et il y a le jardinier du fort. Voilà. Voilà. Merci à vous. Merci.